chers collègues, cher Philippe Sansonetti. Il y aura des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Comment les reconnaîtrons-nous? Comment soupçonnerons-nous leur existence? Telles étaient les paroles prémonitoires de Charles Nicholl, prix Nobel de médecine pour sa découverte du vecteur du typhus et professeur de médecine, ici, au Collège de France, de 1932 à 1936. Ne pas baisser la garde face aux maladies infectieuses, tel a été le rappel brutal avec l'apparition du sida, les formes nouvelles de tuberculose résistantes aux antibiotiques courants, la persistance du paludisme dans les pays émergents, la grippe aviaire. Or, l'enseignement de la microbiologie et des maladies infectieuses telles quelles n'avait jamais été dispensé au Collège de France jusqu'à la création de cette chaire que, cher Philippe, vous inaugurez aujourd'hui. Vous alliez une double formation de médecin hospitalier, spécialiste des maladies infectieuses, et de scientifique. Dès 1981, vous êtes chargé de recherche à l'Institut Pasteur dans l'unité des entérobactéries et vous êtes actuellement toujours à l'Institut Pasteur, directeur d'une unité de pathogénie microbienne et moléculaire associée à l'INSERM. Vos recherches ont trait aux maladies infectieuses du tube digestif. Votre cible favorite est une bactérie pathogène à croissance intracellulaire, Shigella, une des responsables de la dysenterie bacillaire qui provoque la mort de près de 500 000 enfants dans le monde. Vouloir attaquer Shigella, c'est tout d'abord tout faire pour la comprendre. Comment cette bactérie repère-t-elle l'épithélium intestinal qu'elle va coloniser? Comment pénètre-t-elle dans la cellule hôte? Comment neutralise-t-elle les défenses naturelles de la barrière intestinale? Comment détourne-t-elle à son profit le fonctionnement de la cellule réceptrice? Autant de questions auxquelles, en véritable pionnier, vous avez apporté des réponses qui permettent de comprendre, de façon générale, comment une bactérie de type invasif peut envahir et se repliquer dans un tissu humain. Ce travail débouche sur les applications thérapeutiques, notamment vaccinales, et un premier candidat vaccin contre la shigellose est en cours d'étude chez l'homme. Votre travail a été récompensé à maintes occasions par les plus grands prix, que je ne détaillerai pas, car je voudrais, pour finir, souligner votre disponibilité et votre dévouement pour combattre les pandémies. Vous êtes impliqué dans les politiques de santé publique en matière de maladies infectieuses et de vaccinothérapie dans de nombreuses organisations, et notamment à l'Organisation mondiale de la santé. Vous voilà titulaire d'une chaire du Collège de France qui nous permettra de bénéficier d'un enseignement de grande importance et tant attendu. Merci. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues et confrères, mesdames, messieurs, merci, monsieur l'administrateur et cher Pierre, pour cette introduction élogieuse et chaleureuse. Merci, chers collègues, de m'avoir jugé digne d'être membre de ce collège et ma très sincère gratitude à celles et ceux d'entre vous qui m'ont directement accompagné et soutenu dans ce projet de création d'une chaire de microbiologie et maladies infectieuses. L'homme évolue dans un monde microbien, bactéries, virus de bactéries, les bactériophages, levures et champignons. Citons aussi les parasites, mono- et multicellulaires, même s'ils ne rentrent pas stricto sensu dans cette catégorie, c'est une cause majeure d'infection. Les chiffres tels qu'ils sont présentés sur cette première diapositive sont éloquents. Je vous parlerai essentiellement de bactéries par biais scientifique. Dès que les êtres vivants sont devenus multicellulaires, ils ont dû socialiser avec les microbes, premiers occupants de la planète, et établir avec eux un état de commensalisme, voire de symbiose. Les êtres multicellulaires modèles, le ver Caenorhabditis, la mouche Drosophila, ont un microbiote commensal, terme maintenant utilisé pour définir la flore microbienne résidente, et sont sensibles à des pathogènes. Les systèmes gouvernant la gestion de cette interface
ont été remarquablement conservés au cours de l'évolution, de l'insecte au primate supérieur, nés de l'adaptation de mécanismes parmi les plus fondamentaux du développement. Rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution, disait Theodosius Dobzhansky. La coévolution homme-microbe ne s'est pas résumée à la reconnaissance et à l'éradication des pathogènes. Elle a aussi mené à la tolérance des microbiotes commensaux. La veille microbiologique de notre organisme est permanente, si vis pacem parabellum. C'est sous ce paradoxe que s'est forgé notre système immunitaire, vaincre l'ignorance, apprendre la tolérance, ajuster la réponse à la gravité de la délinquance, c'est un défi sociétal que nous imposent en permanence les microbes. À côté des maladies infectieuses aiguës, on observe des colonisations chroniques ne donnant lieu à des complications significatives que dans un pourcentage limité de cas, telle la bactérie Helicobacter pylori, pathogène gastrique qui, dans les régions pauvres de la planète, peut coloniser la population dès le plus jeune âge, mais ne donnera lieu à des complications, ulcère gastro-duodénal, cancer gastrique, que dans une fraction limitée des individus. Alors, commensal violant la frontière ou pathogène furtif assurant sa survie prolongée? Susceptibilité variable des individus en fonction de leur bagage génétique ou facteurs environnementaux? Probablement les quatre, soulignant s'il en était nécessaire que la recherche dans le domaine des maladies infectieuses doit être multidisciplinaire. Rappelons ici que près de 20% des cancers sont d'origine infectieuse, donc sujets à prévention efficace quand un vaccin est disponible. Que les opposants au vaccin contre l'hépatite B et les dubitatifs du vaccin HPV méditent ces faits. Pour compliquer le schéma, certaines pathologies, comme les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn par exemple, reflètent une mauvaise gestion de l'interface avec notre microbiote commensal. L'analyse génétique de ces maladies commence à nous fournir des gènes candidats qui sont autant de pistes orientant vers la nature moléculaire et cellulaire de cette interface. Va-t-il falloir revoir nos concepts et définitions des maladies infectieuses? Susceptibilité génétique à des micro-organismes de l'environnement, habituellement non pathogènes, infection opportuniste des sujets immunodéprimés, infection plurimicrobienne, les postulats de corps souffrent des exceptions. Les voies de la coévolution hôte-microbe restent souvent impénétrables et seule une perspective évolutionniste fondée sur une vision de pression sélective mutuelle a un sens. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement, écrivait Charles Darwin. L'évolution procède comme un bricoleur qui, pendant des millions et des millions d'années, remanierait lentement son œuvre, la retouchant sans cesse, coupant ici, allongeant là, saisissant toutes les occasions d'ajuster, de transformer, de créer, écrit François Jacob dans Le jeu des possibles. Sans cette lecture, on ne peut comprendre comment s'est développée notre interface avec les microbes. Excusez-moi. Une voie gouvernant le développement dorso-ventral de la mouche, devenant une voie de perception des micro-organismes jusque chez les mammifères, un flagelle bactérien devenant un appareil de sécrétion de toxines, ou vice-versa. L'interface hôte-microbe a tout du bricolage de week-end et rien de l'intelligence design des théories créationnistes. La nature est prodigue en diversité, mais pas grand innovation. Charles Darwin, encore. Au fond, l'homme est un hybride primate-microbe. Nous hébergeons 10 fois plus de bactéries que nous ne possédons de cellules somatiques et germinales. Le tractus intestinal héberge l'essentiel de ce microbiote, atteignant le chiffre astronomique de 10 puissance 14 bactéries, 100 000 milliards. L'extrapolation des résultats d'identification moléculaire indique que nous hébergerions de 15 à 30 000 espèces différentes. On peut donc considérer que la séquence du génome humain ne sera pas complète tant que l'on ne disposera pas de celle de son microbiome, soit probablement un pool de gènes 100 fois supérieur au génome humain. Gageur, en fait. Car le microbiote varie d'un individu, entre régions, entre sites anatomiques. Ces terra incognita, nouvelles frontières de la recherche microbiologique, sont dès maintenant l'objet d'analyses métagénomiques par plusieurs consortia nord-américains, européens, japonais et chinois. Mon premier cours sur le commensalisme microbien s'accompagnera d'un séminaire de notre collègue Joël Doré de l'INRA sur les attentes et les limites de ces analyses métagénomiques. Simplifions. Le microbiote intestinal comporte 2 grands groupes. Les firmicutes, bactéries anaérobies à gram positif,
et les bactéroïdétès, bactéries gram négatives, anaérobies. Les protéobactéries qui nous sont les plus familières, comme Escherichia coli, sont en fait ultra-minoritaires. C'est la partie jaune ici de cette colonne. Ultra-minoritaires jusqu'à des circonstances où l'homéostasie est rompue. Dans certaines situations pathologiques, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, les équilibres sont rompus. Les bactéroïdétès disparaissent et sont remplacés par ces protéobactéries. Qui est l'œuf? Qui est la poule? Est-ce la maladie inflammatoire qui cause le déséquilibre du microbiote ou le déséquilibre qui cause la maladie inflammatoire? J'ai dit simplifions, essayons. Le microbiote intestinal a une activité métabolique globale équivalente à celle d'un organe comme le foie. Cet organe surnuméraire a de nombreuses fonctions. Il maintient un effet de barrière contre les micro-organismes allogènes, éventuellement pathogènes. Il assure l'homéostasie de la barrière épithéliale intestinale en stimulant sa restitution en cas d'altération, mais assure aussi le développement et le maintien du système immunitaire muqueux ainsi que du réseau vasculaire sous-épithélial. Il joue un rôle clé dans la nutrition et le métabolisme, hydrolyse et fermentation des polyosides complexes, particulièrement des sucres végétaux pour lesquels notre équipement enzymatique fait défaut. Biosynthèse de vitamines, production d'acides gras à chaîne légère qui représentent une source nutritionnelle majeure pour l'épithélium. Détoxification enfin des xénobiotiques alimentaires. Il ne s'agit donc plus de commensalisme au sens générique du terme, mais bien d'une symbiose. Que serions-nous sans notre microbiote? Devient-il cependant un handicap dans un monde occidental dominé par l'hygiène et le déséquilibre alimentaire? Cet organe surnuméraire pourrait-il nous rendre obèses ou diabétiques, comme les travaux récents du groupe de Jeff Gordon aux USA le laissent entrevoir? Nous nous sommes récemment engagés dans l'analyse moléculaire et cellulaire des mécanismes et signaux par lesquels le microbiote régule l'homéostasie de l'axe cryptovillositaire intestinal, depuis les cellules souches de la base de la crypte jusqu'au sommet des villosités, là où se trouve l'épithélium finalement différencié. Nous étudions aussi comment cette homéostasie est rompue par les microbes pathogènes. L'ouverture de cette interface microbiologie, biologie du développement, illustre la richesse des opportunités de recherche offertes par la microbiologie. Venons-en aux pathogènes. Même minoritaires dans cet environnement microbien, leur impact est majeur. Chaque année, les maladies infectieuses et parasitaires tuent environ 15 millions d'individus, dont 12 millions d'enfants, sans parler de la morbidité et des séquelles dévastatrices laissées par certaines d'entre elles. Un désastre dont le coût économique et social est énorme, en particulier dans les pays du Sud, où surviennent plus de 90% des infections, freinant le développement des plus défavorisés d'entre eux. Mieux vaut connaître ces pathogènes pour mieux les combattre. Peut-on d'ailleurs tirer une ligne définissant d'un côté les bonnes bactéries, le microbiote, et de l'autre les mauvaises, les pathogènes? Charles Nicholl posait cette question dans Le destin des maladies infectieuses, collection de ses leçons au Collège de France au début des années 30. Au sein de la complexité du monde microbien, parmi les critères de forme, de voie métabolique, de spécificité antigénique, ce qu'il appelait la mosaïque de pouvoir, un seul critère émergeait de sa réflexion. Ce qui fait la spécificité d'un agent pathogène, disait-il, ce sont ses propriétés virulentes. En cela, il retrouvait Émile Roux. La virulence d'un microbe est son aptitude de vivre dans l'organisme des êtres supérieurs et de sécréter des poisons. On ne parlait pas encore de toxines. Peu à peu, la théorie microbienne des maladies infectieuses de Louis Pasteur se précisait grâce aux travaux et à la réflexion de ses élèves et successeurs, y compris Elie Metchnikoff, dont nous avons célébré cette année le centenaire du prix Nobel pour la découverte de la phagocytose. Grâce aussi aux travaux de Robert Koch et de son école, de Paul Ehrlich à Emil von Behring, ce dernier démontrant que la séroneutralisation de la toxine tétanique ou diphtérique était suffisante à inhiber la maladie, apportant la preuve magistrale d'un facteur de virulence, signature moléculaire d'un pathogène. Et Charles Nicholl de conclure dans une formidable intuition: il y a donc de bonnes raisons de penser que la virulence est liée à un support matériel. Ne la voyons-nous pas subir parfois des variations brusques auxquelles on peut donner légitimement le sens et le nom de mutation? Et ces variations subites
se traduire en dehors de l'adaptation à un être nouveau par l'acquisition des propriétés pathogènes nouvelles vis-à-vis de l'espèce animale qu'elle infecte ordinairement. 1932, tout y est. Tout sauf le support matériel. Presque concurremment, Frederick Griffith découvre à Londres la transformation chez le pneumocoque, permettant à 3 chercheurs du Rockefeller à New York, Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclean McCarthy, de démontrer que le principe transformant de Griffith, capable de restaurer l'expression de sa capsule, donc sa virulence, à une souche acapsulée de pneumocoque, était détruit par l'enzyme DNase. Cette expérience prouvait que le support matériel de la virulence était l'acide désoxyribonucléique, qui, accessoirement, devenait le support de l'hérédité. On saurait rapidement que certains facteurs clés de la virulence, comme la toxine diphtérique, sont codés par des éléments génétiques mobiles, comme le bactériophage bêta. Puis viendra, dans les années 50, la révolution de la génétique moléculaire. André Lvov, Jacques Monod, François Jacob, Elie Volman et bien d'autres allaient forger les concepts et les outils qui devaient permettre de faire se rejoindre, sinon Escherichia coli et l'éléphant, au moins Escherichia coli et les micro-organismes pathogènes. Stanley Falco eut l'intuition que cette génétique moléculaire naissante allait permettre de déchiffrer le pouvoir pathogène des microbes. Dans Infectious Multiple Drug Resistance, publié en 1975, son dernier chapitre était consacré au balbutiement de cette étude génétique, venant à la suite d'une revue exhaustive des travaux sur la génétique de la résistance des bactéries aux antibiotiques, la problématique émergente des années 70, le commencement de la fin de la vague d'optimisme qui avait trop rapidement condamné les maladies infectieuses. C'est ainsi que, jeune interne des hôpitaux de Paris, je décidai d'aller suivre les cours de l'Institut Pasteur pour acquérir, grâce en particulier à Agnès Sullman, Aline Brachet et Yves Chabert, les bases nécessaires pour entamer cette analyse. J'y reviendrai. Que nous ont appris la génétique moléculaire, puis la génomique des pathogènes. Escherichia coli s'est avéré dès le début représenter un excellent modèle. Cette même espèce comporte en effet des isolats commensaux et des isolats pathogènes, ces derniers pouvant se décomposer en plusieurs pathovars, intestinaux, urinaires, septicémiques, responsables de méningite. Il est vite apparu qu'au-delà des propriétés métaboliques et antigéniques, souvent prises en défaut, ce que n'aurait pas renié Charles Nicholl, chacun de ces pathovars avait une signature génétique complète, complexe, correspondant à l'accrétion génomique d'éléments, certains mobiles, comme des bactériophages et des plasmides, et d'autres éléments en fait fixés dans le chromosome, mais probablement d'origine phagique, les îlots de pathogénicité. Une pathogénicité, en fait, construite par saut quantique, sans oublier la touche finale, c'est-à-dire la mise en place d'un dispositif de contrôle, d'une stricte hiérarchie de régulation répondant aux conditions environnementales. Les séquençages et analyses pangénomiques ont parfaitement confirmé ce concept, traduisant l'existence de flux constants de gènes. Une de mes leçons portera sur l'identité génétique et moléculaire des pathogènes. Des questions persistent, bien sûr. Quelle est l'origine de ces gènes étrangers? Ce modèle est-il vrai pour l'ensemble des pathogènes? La réponse simple est souvent, mais pas toujours. Les organismes modèles sont des objets idéaux de recherche, à condition de savoir en sortir. Enfin, les virus ont-ils subi une similaire évolution génomique? Oui, sans doute pour les grands virus ADN, comme les pox et les herpès, qui ont acquis des gènes de leurs partenaires cellulaires, leur servant essentiellement à leurrer notre système immunitaire. Moins clair pour les virus ARN, où la recombinaison intra-espèce et la piètre fidélité de l'ARN polymérase contribuent à générer la diversité nécessaire à l'adaptation aux hôtes et aux sauts d'espèces. Que manque-t-il au cahier des charges du virus H5N1 pour causer une pandémie grippale? Nous tâcherons d'y réfléchir. Revenons au cœur du paradoxe du commensalisme et de la pathogénicité qui sont gérés par les mêmes systèmes de surveillance immunologique. Les commensaux intestinaux, sur la gauche de cette diapositive, établissent un subtil dialogue moléculaire avec l'épithélium à travers le filtre du mucus, sur lequel ils se sont établis en biofilms multibactériens, donc extrêmement complexes.
Ils sont maintenus à distance respectable par un gradient de facteurs antimicrobiens épithéliaux et perçus en proximité et densité par l'échantillonnage permanent de molécules du monde prokaryote qui vont donner lieu, via l'analyse et le filtrage épithélial de ces signaux, à une situation tolérogène pour le microbiote. Des mécanismes sans doute très proches président à la tolérance des autres microbiotes, particulièrement cutanés. Les pathogènes, eux, sur la droite, disposent d'un arsenal de facteurs de virulence leur permettant d'accéder aux surfaces de l'hôte, d'y adhérer, éventuellement de les envahir, d'y injecter, grâce à des systèmes dédiés de sécrétion, des toxines qui vont assurer la subversion de la barrière épithéliale et de ces systèmes de défense immunitaire. L'ensemble de ces effets est perçu par l'hôte comme un signal de danger, d'un seuil d'alerte dépassé, d'où une réponse immunitaire innée inflammatoire microbicide, mais aussi destructrice, largement responsable des symptômes et lésions de la maladie. Il est temps de vous parler de nos travaux sur Shigella. En 1978, je contactai Léon Leminor, qui dirigeait l'unité des entérobactéries de l'Institut Pasteur, et lui fis part de mon désir d'appliquer mes connaissances toutes fraîches en génétique à l'étude d'un pathogène. Je choisis Shigella, la bactérie responsable de la dysenterie bacillaire, une colite inflammatoire aiguë marquée par des abcès que vous pouvez voir ici au bas de la diapositive et des ulcérations qui vont détruire très largement l'épithélium rectocolique et qui reflètent la capacité de la bactérie de rompre cet épithélium intestinal et d'en envahir les cellules. Comme vous voyez ici sur la droite, ces bactéries entraînent la formation de ce magnifique foyer d'internalisation qui marque la capacité de la bactérie d'entrer dans des cellules qui ne sont pas des cellules phagocytaires professionnelles. La présence d'un bacille associé à un efflux massif de polynucléaires neutrophiles avait été décrite dans les selles de ces patients par Champmess et Vidal, mais c'est le microbiologiste japonais Shiga qui identifia Shigella dysenteriae en 1898, le bacille qui porte son nom. Endémique, causée par Shigella flexneri et Shigella sonei, la shigellose tue encore plusieurs centaines de milliers de nourrissons et d'enfants chaque année et est la première cause de malnutrition dans les régions les plus défavorisées. Épidémique, multirésistante, causée par Shigella dysenteriae 1, le bacille de Shiga, elle décime avec le choléra les camps de réfugiés avec des taux d'attaque et de mortalité effrayants. Scientifiquement, Shigella avait aussi un double avantage. Très proche d'Escherichia coli, elle pouvait être manipulée génétiquement, comme ce micro-organisme modèle. Invasive, capable de pénétrer l'épithélium du côlon humain, elle permettait de récapituler un grand nombre des étapes possibles de la virulence d'un micro-organisme. Le choix s'avéra bon. Je montrai rapidement que le support génétique de l'invasion de Shigella était extrachromosomique. Un grand plasmide de virulence de 220 kilobases, 220 000 paires de bases, permettait à la bactérie d'entrer dans les cellules épithéliales de l'hôte. Ce fut à cette époque la première évidence que l'invasivité pouvait être analysée génétiquement. Nanti de cette découverte, je partis en stage postdoctoral dans le groupe de Samuel Formel à Washington. En 2 ans, je confirmais le rôle de ce plasmide, le transférais par conjugaison assistée chez Escherichia coli, et grâce à une approche de conjugaison interrompue, utilisant des souches de Shigella HFR donatrices dans ce même Escherichia coli, je cartographiais l'essentiel des loci chromosomiques nécessaires à la virulence de Shigella, en addition du plasmide de virulence, et de ce fait identifiait l'ensemble de l'identité, si l'on peut dire, génétique de Shigella en tant que pathogène, une sorte de génomique avant la lettre. C'est avec ces données qu'à mon retour commençait la saga Shigella à l'Institut Pasteur. Avec Hélène Daudeville, Joël Mounier, Philippe Clerc, Tony Morelli et Lina Bernardini, nous décrivions les éléments de base de l'invasion cellulaire. Clonage des séquences plasmidiques nécessaires à l'entrée de la bactérie dans les cellules par un processus de macropinocytose dépendant de l'actine cellulaire, découverte de la motilité intracytoplasmique et du passage de cellule à cellule des bactéries, phénotype totalement nouveau, lui aussi lié à la mobilisation du cytosquelette d'actine cellulaire. Avec Arturos Ichlinski, nous montrions pour la première fois
qu'un pathogène bactérien programmait la mort par apoptose des macrophages qui l'infectaient. Paradoxalement, ce processus s'accompagnait d'une libération massive de la cytokine pro-inflammatoire IL-1β du fait de l'activation de l'enzyme caspase 1. Cette apoptose pro-inflammatoire fut considérée une dualité hérétique. L'apoptose ne pouvait être pro-inflammatoire, car sa fonction première était l'élimination silencieuse de cellules permettant le remodelage tissulaire au cours du développement. Magie de la sémantique, il suffit de renommer ce phénomène pyroptose pour que le concept soit accepté. Mort et signalisation, nous étions au cœur du concept de la perception du danger infectieux. La transition était en tout cas assurée entre génétique moléculaire, biologie cellulaire et immunologie. La cellule infectée s'avérant un excellent terrain commun d'études transdisciplinaires. La microbiologie cellulaire naquit à cette époque, inspirée dans notre cas par les avis pertinents de Patrice Bocquet. Une interface vite très féconde, en particulier à l'Institut Pasteur, dans d'autres modèles comme celui de l'hystéria, remarquablement analysé par le groupe de Pascal Cossard. Les années 90 virent la création de l'unité de pathogénie microbienne moléculaire, puis de l'unité INSERM. D'excellents jeunes scientifiques me firent confiance. Claude Parceau, qui avec Robert Ménard et Abdel Alaoui fit émerger le concept d'appareil de sécrétion de type 3. Guy Tranvagneux, qui a déchiffré les bases de la signalisation moléculaire de l'entrée de Shigella dans les cellules. Armel Falipon, qui a identifié les grandes lignes de la réponse immunitaire de l'hôte contre Shigella. Sans oublier Nancy Guillaine, qui a eu la sagesse de choisir un autre pathogène entéro-invasif, Entamoeba histolytica, l'amibe pathogène, et Régis Tournebis, qui a choisi de travailler sur Klebsiella et l'infection pulmonaire. Diversité d'abord. Je vais tenter de vous faire partager les grandes étapes de cette saga Shigella. Le plasmide de virulence porte, et c'est la partie que vous voyez ici en rouge, un îlot de pathogénicité. J'ai déjà mentionné la notion d'îlot de pathogénicité dans la construction de la virulence. Cet îlot de pathogénicité code en fait pour une seringue moléculaire, dont vous voyez ici le très bel objet, qui consiste en fait en un corps basal qui va de la membrane interne à la membrane externe de la bactérie, une sorte de succession de disques, et là-dessus vient se brancher une aiguille, littéralement moléculaire, à travers laquelle la bactérie va être capable de sécréter un certain nombre d'effecteurs de manière à les injecter dans la cellule cible eucaryote. Cette injection va se faire par la mise en place à l'extrémité de cette aiguille moléculaire d'un translocateur qui est formé de deux protéines qu'on appelle IPA-B et IPA-C. Une fois l'ensemble du dispositif en place, la bactérie peut librement véhiculer des protéines effectrices de son propre cytoplasme à l'intérieur du cytoplasme de la cellule eucaryote. Une fois entrée dans la cellule, la bactérie rompt sa membrane vacuolaire et s'échappe dans le cytoplasme où se déclenche un mouvement qui permet le passage de cellule à cellule via des protrusions. D'où une colonisation que j'appelle souterraine, rapide, protégeant la bactérie contre les défenses de l'hôte. Ces deux phénomènes, entrée et motilité, sont devenus deux paradigmes de la pathogénicité microbienne. Leur analyse a aussi contribué au développement rapide de l'imagerie cellulaire dynamique des interactions hôte-microbes. Dans ce domaine, l'observation précède souvent la découverte et la stimule. C'est pourquoi cette année, mon enseignement se terminera par un symposium international sur l'imagerie in vitro et in vivo des processus infectieux, sous le titre « Seeing is Believing ». Et cette petite animation en bas et à droite vous montre les bactéries en reconstitution tridimensionnelle échappant à leur vacuole de phagocytose. Les résidus membranaires sont marqués ici par un marqueur spécifique. Vous voyez à quel point et à quel degré de résolution on peut commencer à imager des étapes bien précises de ces processus infectieux. L'entrée de la bactérie dans les cellules eucaryotes, en particulier dans les cellules épithéliales, est liée à la capacité du domaine C-terminal d'une ivésine qui s'appelle IPA-C, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un des éléments du translocateur, qui est maintenant ancré dans la membrane de la cellule eucaryote et qui active les petites GTPases de la famille Rho, causant ainsi la nucléation de foyers de polymérisation de l'actine via le complexe nucléateur ARB2-3. Ceci n'est cependant pas suffisant pour la constitution d'un foyer infectieux d'entrée efficace.
C'est le proto-oncogène C-SARC, recruté et activé par une autre séquence du domaine C-terminal d'IPAC, qui phosphoryle la cortactine, elle-même causant l'assemblage massif de filaments d'actine, encore une fois, via le complexe arbre de Troie nucléateur, à distance du corps bactérien. Celui-ci peut alors efficacement être internalisé dans la cellule par macropinocytose. Chacune de ces étapes peut être imagée. Sécrétion des protéines IPA à l'intérieur des cellules. Vous voyez ici, à la suite des travaux de Jost et Ninga dans le laboratoire, le fait que la bactérie exprime des protéines fluorescentes et celles qui contactent la cellule, ici rouge, perd son contenu. Si vous regardez plusieurs fois, vous verrez cette disparition de la fluorescence, qui est l'imagerie de la sécrétion du processus d'injection dans les cellules. Ici, vous pouvez voir en Omarski une bactérie en cours de pénétration dans une cellule, et immédiatement à droite, c'est en fait la même cellule qui exprime de l'actine fluorescente. Vous voyez qu'à ce foyer d'internalisation correspond en fait l'apparition d'éléments. Je vais vous faire tourner une fois de plus, excusez-moi. Si je retrouve ma petite main, voilà. Vous voyez ici la polymérisation de l'actine. Donc on peut, de façon extrêmement précise, dans le temps et l'espace, détailler la réorganisation du cytosquelette. Le dernier élément que je voulais vous montrer correspond au fait que l'on peut tracer, que l'on peut tracer le recrutement d'une protéine au niveau d'un foyer d'entrée. Vous voyez ici le recrutement en fait de la molécule SARC fluorescente, alors que les bactéries interagissent avec la surface. Vous voyez le recrutement de cette molécule qui vient en fait matérialiser cette explosion de réorganisation du cytosquelette cellulaire qui correspond à l'internalisation du micro-organisme. La motilité intracellulaire de la bactérie est liée à l'ancrage sur la membrane externe bactérienne d'une protéine autotransporteur qu'on a appelée ou que nous avons appelée ICSA, qui recrute la molécule NWASP et l'active, ce qui conduit à la nucléation de l'actine via, encore une fois, le complexe arbre de Troie. La protéine, en fait, la bactérie se mouvant dans la cellule à la vitesse de la polymérisation de l'actine. Ici encore, motilité intracellulaire et passage de cellule à cellule peuvent être imagés. Vous voyez en bas à gauche de l'actine, encore une fois fluorescente, qui vient se regrouper, s'assembler à la surface de la bactérie, et la bactérie bouge et pousse des protrusions en fait, de la membrane de la cellule eucaryote qui vont correspondre à ce système qui permet le passage de cellule à cellule. Si vous regardez à droite, vous voyez que ces bactéries fluorescentes, en fait, sont capables de se mouvoir à l'intérieur des cellules, mais plus encore de passer d'une cellule à l'autre. Et en quelques heures, cette monocouche en fait, d'entérocytes murins va être totalement colonisée par ces bactéries. Si vous transférez ça sur votre intestin, c'est assez effrayant. Une énigme demeurait cependant. Shigella entre très inefficacement à travers le pôle apical, c'est-à-dire le sommet de l'épithélium intestinal. La combinaison d'approches in vitro et in vivo nous a permis de montrer le rôle essentiel des cellules M de l'épithélium, celles qui sont ici, qui sont des cellules spécialisées qui recouvrent les follicules lymphoïdes associés à la muqueuse intestinale. S'il est facile de traverser ces cellules translocatrices, le dôme sous-épithélial, c'est-à-dire cette région ici, est très riche en macrophages, créant un environnement délétère pour les bactéries. Ici prend tout son sens la pyroptose du macrophage, permettant à Shigella de survivre dans la région sous-épithéliale, d'envahir efficacement le pôle basolatéral des cellules épithéliales qui jouxtent cette région et de déclencher un processus inflammatoire déstabilisant la barrière épithéliale et facilitant ainsi son invasion. L'étape suivante est une claire illustration du potentiel éducatif de ces micro-organismes. Nous avions observé avec Thierry Pédron qu'en position intracellulaire, Shigella avait la capacité de reprogrammer la cellule épithéliale, l'amenant à exprimer des gènes pro-inflammatoires.
Cette observation nous a amené à découvrir avec Dana Philpott qu'un groupe de protéines à séquence riche en leucine et fixant le GTP, qui s'appellent les protéines NOD, étaient des senseurs intracytoplasmiques des bactéries et que leur agoniste microbien était le muropeptide, c'est-à-dire un fragment du mur microbien, un fragment du peptidoglycane, excusez-moi. À cette même époque, Jean-Pierre Hugo et Gilles Thomas, au CEF, montraient que les formes familiales sévères de maladie de Crohn étaient souvent associées à une mutation dans les gènes NOD2. Nous avons immédiatement joint nos efforts et démontré que ces mutations entraînaient une perte de fonction de NOD2 en présence de son agoniste, le muramyl dipeptide, et que la voie de signalisation menant à l'activation des gènes pro-inflammatoires par NF-κB était bloquée. Et pourtant, comment une protéine NOD en présence d'un muropeptide peut entraîner une inflammation sévère au cours d'une infection par Shigella et entraîner de même une inflammation délétère lorsque mutée, elle devient non fonctionnelle dans la maladie de Crohn. Ce paradoxe nous replonge dans la dualité tolérance aux commensaux, réponse aux pathogènes. Nous parlerons de cela dans une de mes leçons. Nous avions donc mis le doigt sur un nouvel élément clé du dispositif de perception du danger microbien. L'irruption intempestive et incontrôlée dans le cytoplasme cellulaire de molécules étrangères d'origine bactérienne, prises comme témoins d'une agression par un pathogène. C'est sur ce type de situation que se dessine plus précisément la frontière entre commensaux et pathogènes. Il est apparu récemment qu'il s'agit d'un réseau complexe, incluant par exemple des protéines à hélicase comme RIG1, capables de sentir la présence intracellulaire d'ARN viral double brin, mais aussi de molécules comme les NALP, par exemple, qui sont capables de percevoir et signaler des éléments de danger plus génériques, non nécessairement microbiens, la fuite de potassium, l'élévation de l'ATP, des cristaux d'acide urique. Cette reprogrammation pro-inflammatoire de l'épithélium par Shigella assure certes la subversion de la barrière épithéliale, facilitant accès et invasion du pathogène. Elle entraîne aussi la mise en place de puissants mécanismes antimicrobiens, peptides cationiques antimicrobiens exprimés et sécrétés par l'épithélium, recrutement et migration transépithéliale de polynucléaires neutrophiles et de cellules dendritiques. Il ne fut donc pas surprenant de constater que Shigella injectait dans les cellules, via l'appareil de sécrétion de type 3, une série d'effecteurs codés par le plasmide de virulence, les protéines OSP et les protéines IPA-H, qui sont des enzymes s'attaquant à des composants clés de la signalisation pro-inflammatoire. N'hésitons plus à parler de toxines. Dong-Wook Kim et Claude Parceau ont montré que la protéine OSP-G était anti-inflammatoire, car se liant à la forme ubiquitinylée des enzymes E2 de transfert de l'ubiquitine impliquées dans la dégradation de IΚB, qui est le chaperon maintenant inactif dans le cytoplasme le complexe de transcription pro-inflammatoire NF-κB. Vous voyez ici que ce mutant OSP-G génère des lésions inflammatoires épithéliales bien plus massives et destructrices que la souche sauvage elle-même, ce qui montre donc l'effet anti-inflammatoire de cette molécule OSP-G, ce qui montre aussi que Shigella pourrait être encore plus méchante que nous ne la connaissons. Laurence Arbib a montré que la protéine OSP-F se concentrait dans le noyau de la cellule infectée, y déphosphorylait les MAP kinases, et de ce fait entraînait la déphosphorylation de la queue N-terminale de l'histone H3, assurant l'hétérochромatinisation, donc l'inhibition d'un certain nombre de promoteurs de gènes pro-inflammatoires comme l'IL-8, puissants chimioattractants des polynucléaires neutrophiles. La régulation épigénétique de l'inflammation par une toxine, les bactéries l'ont fait. La biologie du noyau fait donc irruption dans nos thématiques, ce d'autant qu'OSP-F régule drastiquement la migration transépithéliale des polynucléaires neutrophiles. Nous avons récemment montré, avec Brice Perandio et Thierry Pédron, que ces effecteurs injectés supprimaient l'expression des peptides antimicrobiens et le recrutement des cellules dendritiques, créant des conditions optimales pour la colonisation de la muqueuse. Shigella pro-inflammatoire et anti-inflammatoire, le yin et le yang de l'immunité innée, maîtrisés par les bactéries. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On pensait que seuls les virus étaient intelligents. Nous n'avons pas encore parlé d'immunité adaptative. Armel Falipon a pu démontrer
que les IgA sécrétoires étaient un composant majeur de la protection contre Shigella à deux niveaux. L'exclusion immune des micro-organismes qui ne peuvent interagir efficacement avec l'épithélium et la diminution de l'inflammation épithéliale par un mécanisme très original qui consiste en l'interception des composants bactériens, comme le lipopolysaccharide, dans le compartiment de recyclage apical de la cellule épithéliale. Elle a pu récemment montrer que les protéines OSP étaient aussi des régulateurs de la réponse adaptative. La prochaine étape est de sortir de notre épithéliocentrisme chronique et de nous intéresser à l'effet de l'injection des effecteurs de Shigella dans les cellules immunitaires, surtout les cellules dendritiques présentatrices d'antigènes et les lymphocytes B et T. L'interféron gamma est un médiateur essentiel de la réponse innée et adaptative anti-Shigella. Les évidences d'une régulation négative de cette cytokine par le pathogène s'accumulent. Cette saga a abouti non seulement à déchiffrer l'identité génétique et moléculaire de Shigella en tant que pathogène, mais aussi à faire émerger des systèmes et des concepts d'intérêt plus général dans le domaine des maladies infectieuses et inflammatoires. Dans la tradition pasteurienne, nous avons tenté de dégager des applications pertinentes de ces recherches. Nous poursuivons un programme de développement d'un vaccin oral contre la dysenterie bacillaire. Une série de souches candidates, génétiquement atténuées, ont été construites, ménageant tolérance et immunogénicité, afin de développer un vaccin vivant, aisément administrable oralement dans les régions endémiques. La mutation centrale porte sur le gène ICSA. Une fois ce gène délété, la bactérie perd sa capacité de passer d'une cellule à l'autre, ce qui permet de circonscrire, si l'on peut dire, le phénomène infectieux à une zone très limitée de l'épithélium. Nous avons montré chez le singe macaque l'absence de symptômes cliniques suivant l'administration orale de ces candidats vaccinaux et une traversée épithéliale au niveau des structures lymphoïdes associées à la muqueuse rectocolique. Un scénario idéal pour un vaccin oral, amenant en particulier à la production d'IgA sécrétoires protectrices. Ces candidats vaccins ont subi ou sont en cours d'essais cliniques chez l'homme, initialement au Walter Reed à Fort Detrick aux USA, au St. George Vaccine Institute à Londres, plus récemment avec Christine Sadorge et Marie-Lise Goujon à l'Institut Pasteur et Odile Launay au Centre de vaccinologie Cochin-Pasteur. Il faut maintenant préparer les essais de phase 3 d'efficacité en région endémique. Dans cette perspective, avec Yves Germany, nous mettons en place un programme intégré d'études des maladies entériques pédiatriques graves en zone d'endémie via le réseau international des Instituts Pasteur. Il comprend la mise au point de tests de diagnostic rapide des pathogènes entériques par immunochromatographie sur un support exposé directement au matériel pathologique, une analyse épidémiologique de l'incidence de la maladie et de son impact sur la santé de l'enfant, l'identification enfin de sites pour ces futures phases 3 vaccinales. Nous avons d'autres fers au feu. Armel Falipon, en collaboration avec Laurence Mullard, développe une approche très innovante de vaccin parentéral impliquant la synthèse chimique des antigènes polyosidiques complexes du lipopolysaccharide de la surface de Shigella, dont on sait qu'ils sont l'antigène protecteur dominant. Nous développons d'autres approches avec des partenaires industriels. Le vent tourne. La shigellose est passée du statut peu enviable de maladie ignorée à celui très envié de maladie négligée. Finalement, les maladies infectieuses sont-elles fatales ? Je vais reprendre les termes cités par notre administrateur. Il y aura donc des maladies nouvelles, disait Charles Nicholl. C'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles ? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes ? Qu'est-il advenu de ces prévisions faites avant l'introduction des agents anti-infectieux et de la plupart des vaccins ? Elles ont été totalement confirmées. Un article récent de Nature par Kate Jones et collaborateurs collige la survenue de 335 émergences infectieuses entre 1940 et 2004, dont une centaine dans les années 80, largement en rapport avec l'immunodéficit du sida. La majorité est enregistrée, paradoxalement, dans les régions de haute latitude, reflétant sans doute sous-identification, sous-déclaration et sous-publication dans les pays du Sud. Une prédominance des zoonoses, les 3/4 transmises à partir de la faune sauvage,
VIH, Lassa, Marburg, Ebola, SRAS. Les étiologies bactériennes y apparaissent majoritaires du fait d'un biais de publication d'émergence en rapport avec l'acquisition de résistance aux antibiotiques. Pour l'avenir, les conditions de survenue de nouvelles émergences persistent, à l'origine desquelles prédominent les facteurs socio-économiques, environnementaux et écologiques. Ceci vaut pour les pays industrialisés, danger de la chaîne alimentaire industrielle et développement d'environnements à risque de complexité croissante comme les systèmes d'aération des grands complexes, paradis pour Legionella pneumophilia. Environnement hospitalier qui combine le risque nosocomial et le risque de la multirésistance aux antibiotiques. La pandémie mondiale de staphylocoques résistants à la méticilline, l'apparition de la résistance à la vancomycine, d'abord chez les entérocoques, puis maintenant chez les staphylocoques, sont autant d'exemples d'émergence permanente dont les coûts sociétaux sont astronomiques. Les régions défavorisées de la planète, 2 milliards d'individus déshérités vivent avec moins d'$1 par jour, paieront le plus lourd tribut à l'émergence infectieuse dans le futur. Les facteurs de risque sont la poursuite soutenue de la croissance de la population, au moins jusqu'en 2050, la concentration croissante de ces populations privées d'éducation et d'hygiène à la périphérie des mégapoles, l'invasion croissante des zones forestières, augmentant les chances de rencontre de nouveaux vecteurs et animaux sauvages, réservoirs d'agents infectieux. Par ailleurs, l'introduction mal contrôlée d'une chaîne alimentaire industrielle et le développement de structures hospitalières aux standards non maîtrisés dans les pays économiquement émergents favorisent le développement, à une échelle inconnue dans nos régions, d'infections alimentaires et nosocomiales à germes multirésistants. Le concept d'une frontière nord-sud dans la survenue d'infections émergentes est absurde, voire dangereux. L'augmentation soutenue des voyages et des échanges, 2 milliards de passagers aériens en 2006, a transformé la Terre en un village global où les agents infectieux circulent aussi librement que les individus. Il n'a pas fallu longtemps pour que le virus du SRAS saute d'une province retirée de la Chine à Hong Kong, puis à Toronto. S'il fallait citer un facteur supplémentaire de risque d'émergence infectieuse pour le futur, réfléchissons au vieillissement général des populations. En 2050, près d'un tiers de la population européenne aura plus de 65 ans. Cette tendance au vieillissement existe tout autant dans les pays émergents. L'incidence des maladies infectieuses augmente massivement aux âges extrêmes de la vie et l'efficacité des vaccinations y diminue. Avec l'âge, la lymphopoïèse régresse, la qualité des signaux d'activation diminue et surtout, le thymus, chargé d'éduquer les lymphocytes à remplir leur fonction de reconnaissance de nouveaux antigènes, involue. Le pool des lymphocytes susceptibles d'être engagés dans la reconnaissance de nouveaux antigènes, donc de nouveaux agents infectieux, s'effondre et les quelques cellules disponibles s'épuisent à lutter contre des infections virales chroniques comme celles liées au virus de la famille herpès. Si ce dernier mécanisme se confirme, le développement et l'utilisation de vaccins contre ces infections à virus herpès deviendraient prioritaires. La vaccination comme prévention de la sénescence du système immunitaire, un nouveau paradigme à réfléchir. Il est en tout cas urgent d'envisager de retarder l'âge de la retraite du système immunitaire. Le contrôle des maladies infectieuses ne sera possible que si nous réussissons à créer, à l'échelle de l'ensemble de la planète, les conditions d'une vraie transition sanitaire. Ce concept intriqué comporte des exigences aussi diverses que la découverte d'anti-infectieux innovants, la mise au point de vaccins contre les grandes maladies endémiques, l'amélioration des conditions sanitaires des ghettos suburbains, le renforcement des réseaux de veille et de réaction rapide à l'émergence recentrés vers le sud. Internet nous a sans doute sauvés du SRAS. Le temps est aussi venu d'une veille anticipatrice dans les zones à risque de transmission de micro-organismes de la faune sauvage à l'homme. Antoine Gessin de l'Institut Pasteur donnera un séminaire sur cette veille moléculaire au passage des rétrovirus en Afrique. Il faut enfin consolider un modèle économique durable prenant en compte les maladies infectieuses. Les partenariats publics-privés engagés ces dernières années, incluant de grandes fondations, sont un indiscutable progrès permettant de soutenir des projets ciblés de contrôle d'une maladie. Mais c'est aux États d'assumer la responsabilité de cette lutte sur le long terme par l'éducation et la prévention. Les moyens à dédier semblent énormes. Ils sont dérisoires en regard du coût d'une épidémie, voire d'une pandémie. Le SRAS a coûté 60 milliards de dollars à l'économie des pays d'Asie. Et qui calculera jamais le réel coût humain et matériel de la pandémie de sida?
La recherche est le meilleur investissement que nous puissions proposer. Microbiologie, humaine et vétérinaire, une et indivisible, physiopathologie et immunologie, épidémiologie et sciences humaines, technologie de l'information et modélisation des épidémies, ingénierie de nouveaux outils diagnostiques, mise au point de nouveaux médicaments et vaccins. Lorsqu'il faisait dire à sa reine rouge parlante à Alice « It takes all the running you can to keep in the same place », Lewis Carroll résumait formidablement notre situation face au monde microbien, dont la diversité et la rapidité d'évolution lui permettent de s'adapter à toutes les situations que nous tentons de lui imposer. Si nous n'avançons pas, le recul sera fatal. Permettez-moi d'ici de citer l'introduction du rapport Sciences et technologies de l'Académie des sciences sur la maîtrise des maladies infectieuses que nous avons récemment coordonné avec mon ami Gérard Hort. La recherche fondamentale est garante de l'acquisition d'un socle de connaissances dont la qualité et la diversité doit largement assurer l'état de préparation. Les maladies infectieuses offrent à la recherche fondamentale d'excellents paradigmes d'approches intégrées et transdisciplinaires pour l'étude de processus biologiques complexes. C'est la recherche qui permettra de réduire la marge d'incertitude qui existe dans l'appréciation du risque infectieux et sur laquelle se fonde l'application du principe de précaution. Le contrôle des maladies infectieuses est un tout complexe et intriqué. Prenons le cas des vaccins. 3 commandements sont essentiels. Premier commandement, ne pas baisser la garde. Au début des années 70, au Royaume-Uni, suite à une campagne virulente contre le vaccin anti-coquelucheux perçu comme mal toléré, la couverture vaccinale du pays s'est effondrée, comme vous pouvez le voir ici. Et dans les années qui ont suivi, l'incidence de la maladie, qui était proche de 0, s'est remise à la hausse de façon extrêmement préoccupante. Seul le rattrapage d'une couverture vaccinale correcte, grâce à l'usage de vaccins mieux tolérés, a permis de contrôler la résurgence. Cette expérience et le retour actuel de la coqueluche chez les jeunes adultes nous montrent que seul le maintien d'une couverture vaccinale à vie permet le contrôle d'une maladie. L'éradication de la variole a été rendue possible par un certain nombre de caractéristiques propres à cette maladie et à son virus, qui ne sont pas nécessairement réunies pour d'autres pathogènes qui persistent dans notre environnement et réémergent dès que nous baissons la garde. Deuxième commandement, ne pas baisser les bras. On observait en 2000 une situation médicalement et éthiquement inacceptable. 1 million d'enfants dans les pays défavorisés mouraient chaque année de rougeole ou développaient une poliomyélite, alors que des vaccins très efficaces étaient disponibles. Un effort international coordonné par l'OMS, impliquant de forts partenariats publics-privés, a permis de ramener ce chiffre à 250 000 en 2006, laissant espérer le contrôle de ces maladies. Le volontarisme paie en santé publique. Troisième commandement, ne pas baisser de régime, en particulier en recherche. Prenons l'exemple de la vaccination contre la méningite à méningocoque C. Un extraordinaire effort de recherche académique et industrielle a permis d'amener sur le marché des vaccins dits polyosidiques conjugués, qui s'avèrent très efficaces sur les bactéries capsulées, comme Neisseria meningitidis, le méningocoque, Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque et Haemophilus influenzae. Le Royaume-Uni a pu contrôler son endémie de méningite à méningocoque C grâce à ce type de vaccin, au-delà de ses espérances. Les données épidémiologiques montrent la survenue d'une incidence nulle avant même la date prévue par les projections les plus optimistes. Ceci est dû au fait inattendu que ces vaccins non seulement protègent contre la maladie, mais diminuent aussi considérablement le portage dans la population, d'où le nouveau concept de herd protection. Ces vaccins issus de la recherche font mieux que la nature. La mise sur le marché de nouveaux vaccins se poursuit d'ailleurs à un rythme soutenu, mais que de manques et de besoins pour de nouveaux concepts de vaccins et d'adjuvants pour les pathogènes complexes, comme Plasmodium falciparum, le bacille de la tuberculose et le VIH. Seule l'immunologie et la microbiologie fondamentale seront en mesure d'y contribuer efficacement. Un dernier mot optimiste sur l'impact extraordinaire de la recherche sur le contrôle des maladies infectieuses. 3 exemples. La généralisation par l'Établissement français du sang du diagnostic génomique viral, qui est un pur produit de la recherche, PCR, découverte et séquence du génome des virus concernés, a permis d'amener la sécurité transfusionnelle en France à un niveau jamais atteint. Le domaine des antiviraux,
qui était marqué par la rareté des médicaments efficaces et non toxiques, a vu récemment, grâce à un effort considérable de recherche, stimulé en partie par la flambée du sida, la mise à disposition de nouvelles molécules très innovantes, actives sur un spectre élargi de virus. Ce domaine a été d'ailleurs plus vivace que celui des antibactériens, antifongiques et antiparasitaires, pour lesquels les besoins d'innovation restent énormes. Enfin, c'est la découverte du VIH à l'Institut Pasteur, qui vient d'être honorée par l'attribution du prix Nobel à Françoise Barré et Luc Montagnier, et les travaux fondamentaux sur la biologie du rétrovirus, y compris son séquençage, qui ont immédiatement suivi, qui ont permis la mise au point de tests diagnostiques et des traitements pour le contrôle de la maladie. Ancrage dans la médecine, maintien d'une connaissance large du monde microbien, capacité de mobilisation rapide de la science fondamentale et des moyens qui la soutiennent sont les paramètres indispensables du succès. Louis Pasteur nous en a légué les clés au travers d'un modèle organisationnel réactif de la recherche biomédicale dont la modernité transcende les époques. Son modèle comporte aussi le soutien à une recherche appliquée, rebaptisée translationnelle, visant à convertir la masse phénoménale des connaissances fondamentales en outils pertinents pour le contrôle des maladies infectieuses des parasitaires. C'est une exigence humanitaire, économique et éthique. Je voudrais terminer par un immense merci à toutes les collaboratrices et collaborateurs que je n'ai pu citer, particulièrement les étudiants et les chercheurs postdoctoraux du laboratoire, à celles et ceux qui m'ont appris la médecine et la science, à ma famille, amis, collègues ici présents, à ma mère, à mon père qui n'est plus là, et à Nicole, mon épouse. Laissez-moi vous quitter avec Charles Nicholl, auquel je dédie modestement cette leçon. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Que dire de plus ? Et Joshua Lederberg, récemment décédé, prix Nobel à 33 ans pour la découverte à 22 ans de la recombinaison génétique bactérienne. Visionnaire planétaire du monde microbien, il était le conseiller de la NASA pour la microbiologie. We live in evolutionary competition with microbes, bacteria and viruses. There is no certainty that we will be the winners. Loin de moi le désir d'altérer le message d'optimisme par lequel je désirais conclure cette leçon inaugurale. Je pense que ce que Josh voulait simplement nous dire ici, c'était nous rassurer sur le fait que là où nous finirons tous un jour, les microbes prendront soin de nous avec professionnalisme et efficacité. Je vous remercie.